tous, bienvenue sur Spot White Days, le podcast qui vous inspire. Et je suis heureuse aujourd'hui d'accueillir alors Solène et Jean-François. Ensemble, nous allons échanger sur la thématique de la gestion d'équipe. Donc, est-ce que vous voulez bien vous présenter votre parcours professionnel ? Alors moi, j'ai essentiellement un parcours commercial et de gestion d'équipe commerciale, notamment sur tout ce qui est plateforme téléphonique, gestion d'équipe bancaire, des commerciaux bancaires et d'assurance, pour les plus connus, Massif et Amaguise, Renault Dacia Assurance. Voilà. Et donc, une gestion d'équipe d'à peu près des équipes entre 25 et 30 coéquipiers. Moi, j'ai fait du management sur plusieurs structures, en fait, donc sur du centre de loisirs assez jeune avec des équipes de 7 à 8 animateurs. Ensuite, en magasin de prêt-à-porter, du coup, c'était des équipes qui étaient plus réduites, on était 3 ou 4. Et après, j'ai travaillé pour une start-up, du coup, où je gérais une équipe mélangée avec des CDI et des intérimaires, et ça pouvait monter jusqu'à 20-25 personnes à gérer, du coup, par semaine. D'accord. Et dites-moi, selon vous, comment avoir une communication efficace au sein d'une équipe pour la gérer ? Déjà, l'idéal, c'est d'avoir une communication positive avec son équipe. Souvent, on apprend, quand on a ce genre de poste, à faire des formations de communication sur le fond, mais sur la forme surtout, notamment en parlant en jeu plutôt qu'en tu accusateur. Et puis en parlant en individuel pour avoir une meilleure communication de groupe. Oui, c'est exactement ça. Toujours, en fait, moi, dans mes principes de communication, j'essaye toujours de trouver quelque chose de positif, quand même, parce qu'on ne peut pas avoir un discours uniquement de négatif, enfoncer son équipe en continu, parce que c'est extrêmement démotivant pour eux et c'est pas dans nos fonctions, nous, de manager. Dans notre communication, c'est pas notre rôle en fait de les enfoncer. Notre rôle c'est de les élever, les faire réfléchir. Donc effectivement, de ne pas avoir ce tu accusateur, toujours parler en je, faire du point individuel, mais aussi du point global. Pour moi, c'est hyper important et vraiment toujours les pousser à la réflexion, les associer aussi dans cette communication pour qu'ils soient partie prenante de tout ça et qu'ils se sentent acteurs en fait de leur évolution. Alors, dites-moi, comment décrirez-vous les principaux défis liés à votre gestion au niveau de vos équipes ? Trouver leur point de motivation, en fait, parce que finalement, leur motivation, elle est propre à leur individualité. Ça, c'est un défi. Coordonner les différents tempéraments que tu peux avoir au sein d'une même équipe. Et puis, prendre sur toi, je pense aussi humainement, pour gérer leur tempérament, justement. Oui, effectivement, c'est de l'adaptabilité en continu, vraiment en permanence. On ne peut pas manager chaque personne de la même manière. Il n'y a pas un management ultime qui s'applique à tout le monde. Donc ça veut dire devoir s'adapter, réfléchir, adapter tout le temps son discours, sa manière de parler aussi, les mots qu'on va employer, tout ça, c'est ça le plus important et c'est notre plus gros défi quand on est en communication, en gestion d'équipe. Alors, ma prochaine question serait au niveau de la résolution des conflits. Alors, d'un point de vue manager salarié ou manager ? Alors, manager salarié, et je dirais aussi des conflits au niveau de salariés. Comment ça se passe ? Logiquement, manager salarié, il ne devrait pas avoir de conflit en fait. Normalement. Logiquement, tu dois avoir une communication efficace qui fait qu'il n'y a pas de conflit. En fait, c'est un peu comme une communication avec un enfant. Un adulte, un enfant, on essaye de ne pas provoquer l'enfant. Ça semble logique. Après, si jamais ça arrivait à se dégrader, la communication, dans ce cas-là, il faut s'en référer au N+1, à la strate hiérarchique au-dessus. C'est mieux. Après, salarié, c'est important d'écouter chaque point de vue, les prendre chacun séparément. Déjà, il faut percevoir le conflit, donc il faut se rendre compte. Des fois, on ne se rend pas toujours compte qu'il y a un conflit, et on ne sait pas d'où ça vient, et puis dans des effets de groupe, c'est vite monté. Il y a vite des rumeurs, c'est vite monté, donc il faut quand même bien cerner les deux protagonistes, recevoir chacun des protagonistes, les écouter, c'est important, écoute active de chacune des personnes, et puis les confronter tous les trois en partant du principe, en posant bien un cadre de communication dès le début d'entretien, disant qu'on est là pour avoir une communication constructive, un échange constructif, pour pouvoir mieux travailler. Personne n'est obligé de s'aimer, heureusement, même au sein du travail. Par contre, on est là pour être adulte et dans un objectif commun qui est de faire marcher l'équipe, de gagner de l'argent chacun ou gagner des compétences, avec un objectif commun. Et puis les mettre face à leurs responsabilités en tant qu'adultes et individus. Alors là, honnêtement, je pense que ça a été tellement complet, je suis pas sûr d'avoir grand-chose à rajouter, pour être honnête. Donc mais de l'importance, effectivement, pour le coup, d'avoir une communication
très clair, assez simple aussi. Il n'y a pas besoin forcément de faire de grandes circonvolutions, surtout sur des conflits ou des choses comme ça. Il faut que ce soit assez clair, assez direct, parce que c'est le meilleur moyen, en tout cas pour moi, de réussir à obtenir une résolution de conflit, qu'on puisse après chacun repartir sur des bases saines. Et voilà, après, moi, ce que j'essaie de faire aussi, c'est toujours essayer d'étendre un petit peu le truc en disant que même s'il y a des conflits entre personnes, si ce sont des conflits personnels, bon déjà, si c'est un conflit vraiment personnel qui n'a aucun lien avec le travail, moi, je suis désolé, je suis manager, je suis pas assistant social, donc c'est pas mon problème. Vos conflits qui ne concernent pas le travail, vous les réglez à l'extérieur avec des gens qui sont compétents, c'est pas mon boulot. Par contre, quand ça concerne le travail, le but, pour moi, c'est de rappeler quand même qu'on est tous un peu dans le même bateau, qu'on a tous les mêmes objectifs, qu'on a tous aussi des ambitions, rappeler aussi tout ça, et à partir de ça, comment on arrive à résoudre ce conflit. Et là, c'est notre taf, mettre en place effectivement un cadre de communication, safe, voilà, où chacun pourra s'exprimer sans se sentir enfermé. Alors, ma prochaine question, ça serait au niveau des décisions. Comment, par exemple, au niveau des équipes, vous les gérez, mais aussi comment vous faites en sorte que chaque membre puisse en fait participer à la prise de décision Pour moi, ça va dépendre des moments. Il y a des fois des moments en management où les décisions, ça peut être une décision collégiale, prendre l'avis de tout le monde, voilà, et tout ça. Et il y a des fois où il y a aussi des décisions qu'on doit prendre parce que c'est notre poste de manager et on doit prendre ces décisions-là et ça ne souffre pas de contestation, en fait. Il y a des choses, des fois, qui s'imposent aussi à nous en tant que manager. Donc, quand c'est comme ça, c'est à nous de faire comprendre dans notre discours, voilà, et d'expliquer aussi pourquoi on prend ces décisions-là, de l'importance vraiment, extrêmement de bien communiquer et donner du sens. Et quand ce sont des décisions collégiales, quand on doit les prendre un peu ensemble et les faire participer, c'est très bien. Après, il y a des fois, ça peut partir un peu dans tous les sens et on peut mettre beaucoup de temps pour réussir à prendre une décision. Donc là, du coup, on revient, mais finalement, c'est la clé de tout, c'est la communication, poser un cadre, mettre un timing aussi sur quand on doit prendre cette décision, combien de temps on se laisse pour prendre cette décision, et voilà, après laisser l'échange, mais par contre, toujours être maître de l'échange. Voilà, choisir de dire quand on considère que nous, ça part trop loin, quand c'est dans le sujet, parfois complètement aussi hors sujet. Pour moi, il y a des choses à mettre, des choses à mettre en place sur du court terme et sur du long terme, sur des prises de décision. Ça peut être via des outils comme des boîtes à idées, etc. Effectivement, des réunions, enfin voilà, il y a différents outils qui permettent de prendre des décisions. Il faut voir si la décision est pour l'entreprise, pour l'équipe, pour un salarié en particulier. Donc, il y a plusieurs niveaux aussi de décision. Après, on peut avoir effectivement des choix qu'on nous impose nous-mêmes en tant que chef d'équipe, qu'on doit répercuter sur nos équipes. Le tout, c'est de leur dire, voilà, on essaye. Et puis après, il faut rester ouvert surtout à la communication. C'est eux, en fait, qui sont en première ligne. C'est eux qui testent les décisions hiérarchiques. Donc voilà, nous, on donne un mode opératoire, mais il faut rester ouvert, leur laisser la porte, surtout, pour dire qu'on est ouvert à la communication. Ça ne veut pas dire que ça changera forcément quoi que ce soit dans le procédé futur, mais au moins, ils ont cette porte. C'est important. Après, tout ce qui est leurs idées eux-mêmes, parce que souvent, c'est bien d'être force de proposition quand on est salarié. C'est bien d'être, juste leur dire, on va voir, on étudie ta demande, c'est important d'étudier, et voir si c'est faisable, applicable ou pas. Si c'est applicable, il fait un test, lui, tout seul, de son coin, et on voit si c'est duplicable. Voilà, il y a différentes manières de prendre des décisions dans des équipes, mais surtout, je pense que ça passe vraiment par l'écoute. Et comment vous construisez donc une culture d'entreprise positive au travers de votre esprit d'équipe? Comment vous faites en sorte que... Moi, je pense que ça passe déjà par le manager, tu vois. S'il arrive que lui-même est de bonne composition, de bonne humeur, un manager qui tire tout le temps la tête, ça donne pas vraiment envie d'être en cohésion avec lui. Donc ça passe aussi beaucoup par de l'humain. Ça passe aussi par la communication que tu as avec l'équipe. C'est-à-dire leur dire, chacun a des problèmes, on a tous des problèmes. Tu peux arriver, le matin c'est mieux d'arriver de bonne humeur, etc. De laisser ses problèmes à la porte du travail, c'est ce qu'on dit. Mais ça reste que de la théorie. On sait très bien que si tu crèves un pneu le matin, tu as 20 minutes de retard, tu te fais engueuler par ton manager, tu vas arriver, tu vas être stressé, tu vas pas laisser ta roue crever devant la porte de l'entreprise. Donc voilà. Mais par contre, tu peux aller voir ton manager, dire voilà, écoute, je suis pas d'hyper bonne humeur aujourd'hui, j'ai crevé, machin, voilà. Le manager, lui, normalement, doit s'adapter et faire en sorte que la cohésion, tu vois, c'est comme ça en fait. C'est par des petites actions, souvent, qu'on crée une vraie cohésion d'équipe. Et puis aussi, je sais pas, est-ce que tu veux rajouter un truc? Après oui, c'est beaucoup de comportemental. En fait, moi on m'a toujours dit quand j'ai pris mes postes de manager que mon équipe en fait était à mon image et qu'en fait normalement quand on voit mon équipe, on voit le type de management que j'ai. Donc
Un manager, effectivement, qui tire tout le temps la gueule, qui est jamais de bonne humeur, qui passe son temps à pourrir son équipe, ça dépend du secteur d'activité qu'on a. Mais moi, dans le commerce, si je fais ça avec mon équipe, clairement, moi, je sais que mes clients, j'ai pas un seul client qui va revenir. C'est beaucoup de comportemental, de tout ça. Puis, savoir prendre sur soi. Et après, il y a aussi des moments, des fois. Ouais, il y a des moments qui se créent, il y a des moments aussi à créer, des moments de team building, des choses comme ça, des choses qu'on retrouve beaucoup plus dans des entreprises type start-up ou des choses comme ça qui sont beaucoup plus axées là-dessus, qu'on va moins retrouver sur des boîtes comme par exemple laquelle moi où je bosse en ce moment, c'est une boîte qui est installée depuis 30 ans, machin, normalement sortir un budget team building, ça va être un peu compliqué, mais après à nous de créer ces moments-là parce que c'est aussi des moments qui sont en dehors du travail où on va avoir de la communication moins formelle et où aussi ils vont pouvoir se sentir ils vont pouvoir se sentir aussi inclus, pouvoir parler d'autres choses et tout, des choses des fois qui sont liées au travail mais qui nous permettent nous après aussi pour pouvoir créer cet esprit d'entreprise et tout ça, de les prendre en compte pour pouvoir adapter nous, notre management, notre communication, tout ça. En fait, tous ces moments-là, en fait, c'est des moments qui sont bons à prendre de toute façon parce que ça nous permet vraiment de pouvoir optimiser tout ça et aussi réfléchir à quelle culture d'entreprise on a aussi envie de mettre en place. Une culture d'entreprise, ça peut toujours évoluer en fonction du contexte, en fonction de beaucoup de choses, que ce soit interne à l'entreprise ou externe. De toute façon, il y a une cohésion d'équipe à faire tous les jours, dès le début de bar, même quand tu t'intègres un nouvel arrivant. Après, effectivement, c'est bien connu que tout ce qui est environnement social, c'est ce qui fait rester un salarié, ce qui empêche le turnover, beaucoup plus que le salaire, le confort du travail ou les horaires, etc. C'est vraiment la cohésion sociale. Donc, effectivement, ça passe beaucoup par l'ambiance, la motivation, les cohésions d'équipe. Apparemment, sortir d'une pièce en moins d'1 heure, ça fait une cohésion d'équipe. Donc, tu vois, il y a beaucoup de choses comme ça. Il y a beaucoup d'outils. Alors, comment vous faites pour donner des feedbacks constructifs à chaque membre de votre équipe? Alors ça, c'est un truc qui se passe beaucoup en centre d'appel, notamment parce que tous les appels sont soit enregistrés, soit débriefés, parce qu'il y a beaucoup de points à suivre, il y a des chartes de qualité, service client, etc. Donc pour tout ce qui est normes d'appel. Donc ce qui se passe souvent et que je fais dans différents, que ce soit un débrief d'appel, un débrief de trimestre, de mois ou d'année, c'est d'abord de laisser la personne s'auto-évaluer. Donc je leur sors une fiche, ils ont différents items, que ça soit commerciaux, comportementaux, service client, etc. Ils se débriefent en fonction de ce qu'eux jugent. Moi, de mon côté, je fais aussi mon analyse de leur activité. Et puis, on se voit en entretien mensuel, annuel. Et on confronte nos analyses. Il faut savoir que souvent, les gens sont plus durs avec eux-mêmes et plus exigeants que nous, managers, sommes plus durs avec eux. Donc au final, après qu'ils aient exposé leur analyse et que nous, on aurait dit « t'es un peu dur quand même avec toi », voilà, ça c'est effectivement, nous on ne demande pas non plus la perfection, on sait qu'on parle à des êtres humains, donc il faut rester aussi motivant. Et souvent, en fait, voir qu'en fait, ils ont été beaucoup plus sévères et beaucoup plus exigeants avec eux, les motive. Et finalement, les messages qui sont les plus difficiles à passer, vu qu'eux-mêmes se sont déjà beaucoup remis en question, finalement, ils passent tout seuls parce que ça vient d'eux. J'ai pas forcément de choses en plus à rajouter, au moins sur tout ce qui est analyse mensuelle, annuelle. Effectivement, ça passe par de la confrontation de points de vue, mais effectivement on sait que nous, nos équipes, oui, elles ont tendance à se juger beaucoup plus sévèrement en fait, peut-être en anticipation parce qu'elles pensent en fait qu'on est super dur ou qu'on est très exigeant en fait, alors que... Non, parce que même c'est humain, même nous. Je pense que sur nos évaluations en fait en tant que manager avec nos N+1, on trouve toujours qu'on est moins bien que ce qu'on fait. Après, je pense que ça dépend aussi beaucoup des secteurs d'activité, des choses comme ça. Moi, je sais que dans le retail, sur du prêt-à-porter, je dois faire du feedback au quotidien sur ce qui s'est passé la veille, ce qu'on attend, comment le faire et tout ça. Et puis après, ça englobe en fait un peu tout finalement. Après, tout dépend aussi de peu qu'on a en face. Il y a certaines personnes qui sont réfractaires au feedback. Donc dans ces cas-là, voilà. Après, ça fait partie de la culture d'entreprise. Ça fait partie de la culture d'entreprise, c'est comme ça. Mais il y en a qui sont... Ah non, mais t'en as pas une, mais t'as des personnes, t'as beau leur faire un feedback, elles vont te dire non, de toute façon, ça les intéresse pas. Des personnes qui veulent rester dans leur confort et c'est chargé à nous après, avec notre casquette de manager, de lui faire comprendre que c'est important et tout ça. D'accord. Et est-ce que vous aurez une petite anecdote à partager? Sur je ne sais pas, concernant un projet important que vous avez eu à faire et comment vous avez eu à gérer et manager votre équipe, bien ou mauvais? Quand je suis arrivée dans un groupe d'assurance, j'étais là pour faire monter un projet et donc mettre en place une assurance
pour une marque de voiture. Voilà. Et en fait, j'arrivais dans une structure déjà existante et où ils avaient déjà des commerciaux sédentaires. Et donc en fait, j'ai pas pu choisir mes équipes. Ils m'ont redonné tous les commerciaux les plus démotivés de l'enceinte, tous ceux les plus râleurs et ceux qui avaient pas envie, tu vois. Donc vraiment forte tête. Et moi j'arrivais, j'étais nouvelle, j'étais encore plus jeune. Donc voilà, et en plus je venais de l'extérieur, donc ils me connaissaient pas. Donc voilà, et il a fallu que en 15 jours j'apprenne à les connaître, j'apprenne à les rallier à ma cause. Tu vois, quand tu parlais de cohésion d'équipe, là, vraiment, il fallait faire et les former, parce que 15 jours après, ils étaient sur le terrain en train de prendre des appels et vendre des assurances voitures. Tu vois, donc, moi, j'avais des chiffres, des objectifs hauts à atteindre. Donc voilà, je suis arrivée, première réunion, ils criaient tous. Ils étaient tous contre le produit, contre moi, contre l'entreprise, contre tous. Donc j'ai arrêté la réunion au bout de 5 minutes. J'ai fait écoutez, moi c'est pas comme ça que je fonctionne, donc voilà, je suis pas ici pour me faire pourrir. Donc je les ai tous convoqués un par un. J'avais 17 commerciaux. Je les ai tous convoqués un par un. J'ai fait un entretien de découverte avec chacun d'entre eux, donc pour savoir leurs points forts, pourquoi ils étaient démotivés aussi, pourquoi ils étaient comme ça dans cette situation de stress. Donc ils m'ont exposé leurs problèmes, ils n'étaient pas écoutés, machin, voilà. Donc moi je leur ai dit, je leur ai aussi exposé comment j'étais en tant que manager, mes points forts, mais aussi mes axes de travail, parce que c'est important aussi qu'ils comprennent que la forme, c'était pas mon point fort à l'époque. Donc je pouvais être assez directive, mais qu'il fallait pas qu'ils le prennent pour eux, voilà. Et qu'à contrario, j'étais prête à écouter, à parler avec eux, mais pas s'ils me criaient dessus. S'ils me criaient dessus, moi en tant que manager, je les sanctionne, quoi. Donc voilà. Donc on a réussi à établir une bonne communication avec les 17. Et au bout de 15 jours, ils étaient opérationnels. Et franchement, jusqu'à aujourd'hui, c'est une de mes meilleures équipes. Donc voilà. C'est très encourageant. Tout est possible. Ouais. Non, anecdote particulière. Quand j'ai récupéré mon magasin sur Paris en 2018, je travaillais sur Nantes, j'étais vendeur et c'était je reprenais un poste de management sur un magasin à Paris. Je suis arrivé sur le magasin, je connaissais pas l'équipe, j'ai appris 15 jours avant qu'en fait, je partais sur ce magasin-là, qui était un des plus gros magasins de la boîte pour laquelle je travaillais en France. J'arrive, toute l'équipe venait de changer. Il y avait une vendeuse, ça faisait 2 jours qu'elle était là. J'arrive sur le magasin, le premier coup de fil ça faisait 1 heure que j'étais un premier coup de fil. C'est mon N+1 qui m'appelle en me disant « Qu'est-ce que tu penses de cette vendeuse-là? Elle est en période d'essai, t'as 3 jours pour savoir si on la garde. » Ça faisait 1 heure que j'avais eu. Il m'a rappelé 1 heure après pour me dire « En fait, t'as pas 3 jours, t'as jusqu'à la fin de la journée pour me dire si on la garde ou pas. » Voilà, sachant que je récupérais quand même un magasin qui était quand même en chute libre complète, avec des gens pas formés. À l'extérieur, l'environnement extérieur était un petit peu compliqué parce que moi je venais de Nantes, j'arrivais à Paris, il y avait des gens sur Paris qui voulaient récupérer ce magasin-là à qui on ne l'avait pas donné et tout. Donc en fait, c'est un petit peu seul contre tous qu'il fallait que j'y aille. Et il fallait en plus que je motive mon équipe en leur disant que oui, ça allait se passer, que ça allait être... En toute honnêteté, je leur ai dit, les premiers mois risquent d'être un peu compliqués, mais vous allez voir, c'est bon, on va tous y arriver, tout ça. Et ouais, non, ça a été la décision où je me suis dit, vraiment, c'est bon, plus gros pari, est-ce que tu gardes quelqu'un? Parce qu'on parlait c'était quand même un CDI 35 heures que je devais garder, donc si je lui dis au bout de, ça fait 24 heures qu'il me connaît, en fait, tu dégages, c'est un peu compliqué pour recruter derrière, quoi. Et non, ça a été... après, alors, j'ai pris ma décision, j'ai eu beaucoup de doutes, ce qui est normal dans ces cas-là. J'ai fini par la garder. On m'a dit après, tu fais la plus grosse erreur, machin, tu vas couler ton magasin et tout. Et en fait, au fur et à mesure, j'ai réussi à exactement à faire ce que toi, tu avais fait, créer ma cohésion d'équipe, en faire des bêtes de vente et tout, machin, je pouvais les laisser tout seul, partir pendant 3-4 jours si je voulais, je revenais, mon magasin était nickel, c'était parfait, machin. Et c'est surtout qu'en fait, quand on est dans le commerce, on a des objectifs à atteindre qui sont toujours élevés. On va pas nous demander de faire moins que ce qu'on faisait l'année d'avant, c'est sûr. Et la plus grosse fierté que j'avais, c'était qu'en fait, quand je suis arrivé au 31 décembre, j'avais atteint tous mes objectifs, j'avais remonté mon max, j'étais numéro 1 à Paris, j'avais progressé dans tous mes classements, mes vendeurs étaient les meilleurs vendeurs de Paris et tout. Et là, j'ai eu mon plus grand sentiment de fierté parce que surtout quand, en début d'année d'après, on s'est retrouvés sur une grande réunion région, tous les responsables, machin, tout ça, tous ceux qui m'avaient critiqué, et là, c'est un peu par fierté quand même, tous ceux qui m'avaient critiqué ont bien été obligés de venir reconnaître que aussi c'était vautré et que mine de rien, ils avaient peut-être eux aussi des petits problèmes de management à régler de leur côté parce que la jalousie, ça fait pas un bon manager. C'est vrai. Donc, pour terminer, est-ce que vous aurez des conseils à donner à des personnes qui aimeraient se lancer dans cette aventure, devenir de bons leaders, de bons managers? Écoutez vos équipes. S'écouter soi aussi, parce S'écouter que soi tout le aussi. monde
n'est pas destiné à être manager. En dehors de l'aspect réussite sociale, il faut quand même avoir conscience de la force mentale qu'il faut avoir, de l'écoute, de l'empathie, et aussi une certaine distance, parce que l'empathie, un manager trop empathique n'est pas un bon manager, un manager trop distant n'est pas un bon manager non plus. Donc se trouver un mentor, un bon mentor en management et en leadership, ça, je pense que c'est le meilleur conseil qu'on puisse avoir. Ça, et apprendre à faire la part des choses aussi. Quand on dit à nos équipes, vous laissez vos problèmes à l'entrée et tout machin, nous, savoir que notre casquette de manager, on l'enlève quand on sort de nos bureaux et qu'une fois qu'on a quitté notre travail, en fait, c'est bon. On peut laisser ça derrière et que c'est pas. On reprendra ça le lendemain. On est comme nos équipes, nous aussi, on est des êtres humains et on n'a pas à devoir emmener nos problèmes du travail chez nous parce qu'on a aussi d'autres choses à faire. Mais après, c'est passionnant quand même. Mais par contre, oui, c'est hyper passionnant, hyper enrichissant. Oui, vous suscitez vraiment beaucoup d'envie. C'est vrai ? Oui, franchement. Tant mieux. En tout cas, je vous remercie vraiment Merci de à votre vous. présence. Merci d'avoir partagé vos histoires, votre parcours. C'était très enrichissant. Alors, merci d'avoir écouté ce podcast. Nous espérons que vous en avez appris un peu plus sur la gestion d'équipe. Et n'oubliez pas que c'est quand même de gros défis, mais aussi de grandes opportunités. Et je vous souhaite bonne chance pour vos projets. Merci. Merci. Au revoir. Merci, au revoir.